Hello, je suis Louane, responsable marketing chez Enbro France, le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Bienvenue sur le podcast J'ai osé. Nous partons chaque mois à la rencontre d'un nouveau fondateur pour découvrir les coulisses d'un monde qui fascine autant qu'il peut faire peur, l'entrepreneuriat. Tips, logiciels, outils, recrutement, digitalisation, franchise, ils partagent avec nous leurs expériences et vous aident à booster votre business. Alors, ne perdons pas une minute de plus et c'est parti. Bonne écoute! Bonjour Gaylor. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté de me rejoindre sur cet épisode du podcast J'ai osé. Je suis ravie de partager mon micro avec vous aujourd'hui pour échanger autour d'une problématique que beaucoup de gérants et gérantes d'entreprises rencontrent. Comment allier tradition et innovation lorsque l'on reprend une entreprise familiale ? Pour démarrer cet épisode, je pense qu'une petite présentation s'impose pour que nos auditeurs apprennent un peu plus à vous connaître. Alors si vous me parliez un petit peu de votre entreprise, les Fournils de Paris, comment l'aventure a commencé ? La société a été créée en 1986. J'avais à l'époque 5 ans. Donc c'est mes parents qui ont créé le premier, ce qu'on appelait à l'époque un terminal de cuisson sur Paris, à Porte de Bagnolet. Mon père était à l'époque vendeur en matériel en boulangerie. Et c'est ce qui a fait que il a vu donc justement l'amélioration des produits en surgelé en allant régulièrement chez les boulangers, voir au niveau de leur processus de fabrication, voir un peu les différentes méthodes, en se disant que beaucoup de choses peuvent être faites en surgelé, et surtout une chose, c'est peuvent être mieux travaillées de façon plus régulière. C'est surtout ça l'idée. Et donc c'est la raison pour laquelle où le premier a été lancé à Porte de Bagnolet, Paris 20e, et donc après une quinzaine voire vingtaine de magasins. Ok, donc maintenant ça s'est très très bien développé et vous êtes arrivé quand du coup dans la société ? Dans les années petit 95 et autour de 1995, à rejoindre la société familiale, même si mes amis d'enfance diront que j'ai toujours dit que j'irai jamais, j'ai fini par y aller et je ne regrette pas, au contraire. Ah ça, c'est toujours ce qu'on dit lorsqu'on est plus jeune et après en grandissant parfois, changement de programme. Et alors, j'ai cru comprendre que depuis que vous avez rejoint l'entreprise, vous avez développé de nombreux projets, notamment celui de la franchise. Combien avez-vous d'établissements franchisés aujourd'hui ? Il y a 7 établissements. On vient de signer la semaine dernière le tout premier multi-franchisé. Donc c'est une vraie réussite pour nous, on est vraiment contents. Parce que lui aussi, c'est une vraie boîte familiale. Donc c'est Marc qui est à Lyon, qui ouvre son 2e établissement dans la même ville. Et donc on est vraiment content, c'est que sur le côté familial de l'entreprise, il ouvre un magasin avec sa fille, donc lui aussi tout pareil. Donc voilà, on se dit on n'est pas mauvais, on fait bien notre travail, il y a une vraie transmission de valeur qui est importante, et voilà, et c'est ça. Il y a une vraie proximité avec nos franchisés, et là aujourd'hui on récolte un peu le fruit du travail sur le fait de trouver les bonnes personnes. Et pour quelqu'un qui veut réussir à garder cette notion de structure familiale, quand c'est des franchisés, c'est pas toujours évident, et donc il y a une vraie sélection, il faut vraiment des personnes où il y a un vrai partage de valeurs humaines. Donc voilà, on est vraiment content et ça on y arrive. Je trouve ça vraiment génial d'avoir des franchisés qui se lancent également en famille. Je trouve que c'est aussi le signe que vos franchisés vous ressemblent, qu'ils ont la même vision des choses que vous et qu'ils sont épanouis à leur poste en fait. Alors du coup, comment vous faites pour réussir à les embarquer avec vous, si je puis dire ? Un franchisé est très content s'il estime une chose, c'est que le franchiseur est loyal envers lui. Le but, c'est d'être là pendant 7 ans. Et que il y aura des périodes très fastes où on sera tous très heureux. Évidemment, dans la durée de vie d'une entreprise, il y aura des moments plus compliqués. Mais c'est aussi pour ça, à mes yeux, c'est aussi pour ça une franchise. C'est que on travaille avec un filet. C'est qu'on travaille avec des gens, qu'il y a de ça, dès la signature du contrat, on se dit ces gens-là me veulent du bien, et sur ma durée de vie d'un contrat de franchise, ça m'aidera. La durée de vie de mon entreprise, ça m'aidera. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Moi, avant de créer mon réseau, je suis allé voir comment d'autres bons faiseurs faisaient. Je suis allé voir des structures qui ont aujourd'hui 100, 200 magasins. Et j'en suis allé voir 4 en me faisant passer pour un candidat à la franchise. À chaque fois que je suis sorti de leur bureau, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, lui, il me veut pas du bien. Il veut mon argent, c'est sûr, mais il me veut pas du bien. Et ça m'a d'autant plus encouragé sur la création de ce réseau-là. Je comprends tout à fait. Du coup, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Lorsqu'on a des franchisés dispersés sur le territoire un peu partout comme vous,
Comment on garde ce côté familial, qui est quand même une de vos plus grandes valeurs ? C'est mon boulot dans le sens où parler de proximité, d'accompagnement, de bienveillance avec des franchisés quand on a 3, c'est facile. Quand on a 200, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est le boulot du taulier. Et la chose la plus importante, c'est le casting. C'est à savoir se dire, voilà, est-ce que je m'appuie sur cette personne-là ? Un truc tout bête, un contrat de franchise chez nous, c'est 7 ans. 7 ans. Quand vous avez à vous dire, en quelques rendez-vous, 3, 4, 5, 10 rendez-vous, peut-être 12 rendez-vous jusqu'au maximum qu'on ait pu faire avec un candidat, quand vous avez à vous dire, j'ai à faire 7 ans avec cette personne-là, c'est parfois plus qu'un mariage. Il faut pas se tromper. Ok, alors du coup, au niveau des critères, vous me dites, du coup, pour être franchisé, vous allez faire attention à l'humain. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour pouvoir ouvrir sa franchise Les Fournis Île-de-France ? À mes yeux, il y a 2 choses qui sont les plus importantes. C'est en première des valeurs humaines partagées, dans le sens où ça ne veut pas dire que la personne ne signera pas chez nous est pas humainement une belle personne, c'est pas ça. C'est avant tout un partage de valeurs. Un réseau peut très vite être balayé en s'appuyant sur des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Après, la deuxième chose, c'est une charge de travail. Comme je le dis souvent, on vend pas de jeux vidéo, quoi. Nous, notre boulot, c'est assez physique. Faut avoir une vraie réflexion sur l'activité. Un truc tout bête, c'est moi, ce que j'attends de mes franchisés, de par la formation qu'on leur apporte, eh bien, par exemple, ils vont pas avoir à appliquer un barème en se disant, tous les jours, faut que je fasse la même quantité de sandwich. C'est pas ça. Et l'idée chez nous, par rapport à nos méthodes, c'est de par la formation et ce qu'on leur apporte, c'est aussi avoir le recul nécessaire pour dire, tiens, tout bêtement, un petit exemple comme ça, tiens, aujourd'hui il pleut, eh bien, par exemple, là, on va faire moins de salade, plus de sandwich, plus chaud, des choses comme ça. Et c'est pas du tout rébarbatif, c'est pas du tout, j'attends pas, comme contrairement à beaucoup d'autres réseaux, un franchisé, si c'est pour faire simple une machine et qu'un simple numéro qui va faire juste à appliquer un cadencier, il est pas fait pour moi. C'est pas ça. On apporte une plus grande liberté d'exécution que dans beaucoup de structures. Ok, d'accord. Donc vous allez rechercher vraiment des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de s'investir tout en ayant des responsabilités. Je trouve qu'il y a vraiment un côté stratégie, réflexion business, c'est clairement leur petite structure. Donc dans ce cas, pour vous, quelles sont les qualités à avoir pour être un excellent franchisé ? Je leur dis souvent, ce qui est les meilleurs responsables de magasin s'approprient le magasin, comme si c'était à eux. En bon père de famille, avec une gestion, avec un certain recul, de façon des choses qu'on se disait tout à l'heure. Et l'idée, ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la bonne gestion d'un magasin. Parfois, certains ont de très belles valeurs, et par exemple, ne vont pas avoir ce côté-là de manager, d'entrepreneur, de businessman. Sauf que c'est quelque chose où nous, de par la formation, on réussit vraiment, ça c'est une vraie fierté, à leur faire avoir, et par exemple, à prendre le temps nécessaire. Un exemple, chez nous, la formation n'est pas limitée dans le temps. Certains franchisés ont fait que 5 semaines de formation, d'autres ont fait jusqu'à 10 semaines de formation. Mon boulot, moi, c'est que on prenne le temps nécessaire de façon à mettre le franchisé dans les meilleures conditions. Il y a surtout une chose qui est fondamentale là-dedans, c'est que je préfère que le franchisé en formation dans mes magasins, à moi, en région parisienne par exemple, fasse des erreurs, fasse des bêtises, c'est normal, il est là pour apprendre, il est en formation. Mais surtout, quand il arrive dans son magasin, ça sera lui le référent. Et surtout, ça sera sa clientèle, ça sera lui le référent dans le magasin sur la durée. Et du coup, s'il y a des erreurs qui doivent se produire, je préfère tous les jours que ça se passe dans mes magasins en propre. Et du coup, pour qu'une fois qu'il est dans son magasin, ça se passe plus. Super, c'est noté. Un grand merci à vous pour toutes ces infos. Et je voulais aussi évoquer avec vous un sujet que j'ai découvert en préparant notre interview pour ce petit podcast. Il semblerait qu'en reprenant l'entreprise, vous ayez aussi développé l'export. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'organise ? Là, il y a eu un premier établissement qui a été ouvert en Slovaquie. Donc ça reste l'Europe, c'est l'Europe, ça se passe très bien. Le franchisé est un Français installé depuis 15 ans en Slovaquie. Donc honnêtement, des conditions idéales pour une première. C'est un des plus beaux magasins du réseau maintenant. C'est dans un centre commercial, c'était aussi l'occasion pour nous de rentrer dans les centres commerciaux. Ce qu'il y a de très valorisant pour nous, et il y a une vraie fierté là-dessus, c'est que présenter à des Slovaques, par exemple, la galette des rois, qui connaissent pas, quand on leur explique qu'il y a une fève dans la galette, des choses comme ça, des vraies traditions françaises, c'est vraiment quelque chose de sympa et une notion de transmission de savoir, d'échange qui est vraiment intéressant. Je trouve ça top, ça permet vraiment de faire vivre nos traditions françaises à l'étranger. Et avouons-le, le Made in France, surtout dans l'alimentaire, ça cartonne à l'export, il n'y a pas de secret.
c'est aussi ce qui a fait que le nom, donc moi, mes magasins en propre, on l'enseigne le Fournil de Paris, et les établissements en franchise, on l'enseigne les Fournil de France. C'est aussi ce qui a fait que il y avait une vraie volonté par là, et une vraie orientation à moyen terme d'aller sur l'export. Le Made in France, en termes gustatifs et alimentaires, est vraiment quelque chose d'important, a une très belle image, et l'idée était aussi de profiter de cette image-là, et c'est la raison pour laquelle ça a été fait comme ça. D'autant plus quand vous avez, comme moi c'est le cas, ma baguette référence, c'est le prénom de ma grand-mère, Zélie. Quand vous avez la chance ou le fait de commercialiser votre baguette référence qui s'appelle le nom de votre grand-mère, où vous avez sa photo en magasin en Slovaquie, vous dites « Mamie, tu devrais être contente ». Excellente histoire, c'est super beau. Donc je remarque clairement qu'il y a eu énormément de nouveautés depuis que vous êtes à la tête de l'entreprise. Pour vous, c'était vraiment une volonté de moderniser, ou en tout cas d'essayer de faire évoluer l'enseigne ? C'était un vrai challenge dans le sens où le monde, ce qu'on appelle du terminal de cuisson, le point chaud à l'ancienne, c'était un peu deux salles, deux ambiances, quoi, dans le sens où pour ceux qui avaient rien touché depuis une vingtaine d'années, c'était un métier très compliqué. C'était devenu très dur. Beaucoup avaient fermé. Certaines structures avec un grand nombre de magasins avaient arrêté le développement. Même des chaînes à plus de 50 magasins avaient fermé complètement. C'était vraiment très compliqué. Et il a fallu vraiment se remettre en question et remettre en question pas mal de nos méthodes et de se poser surtout les bonnes questions en se disant c'est bien beau, mais le pas cher, c'est une chose, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit clairement plus. Et que la clientèle veut de la qualité, à un prix correct. Le manger sain est particulièrement important et c'est aujourd'hui un vrai travail de tous les jours sur le fait de trouver des nouveaux produits, des nouveaux partenaires. Moi, ça m'arrive parfois de parler avec mon père qui est le fondateur de l'entreprise familiale hors franchise, je parle là. Quand aujourd'hui, en premier critère de sélection de produits du mois, on se dit, tiens, on va orienter sur le végétarien, voire le vegan parfois qu'on a déjà fait, une clientèle healthy qu'on aurait même pas, elle nous aurait même pas regardé il y a encore 2 ans. Voilà, c'est un vrai travail, il faut tester des produits, c'est à nous, c'est notre travail au quotidien de trouver les bons produits pour notre clientèle et non pas à se dire ouais bah finalement c'est pas si mal, on a des super emplacements, c'est bien, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Clairement, ça ne suffit plus. C'est ça, vous ne vous posez pas sur vos lauriers. Le camembert de potentiel de clients, on se fait grignoter un petit peu avec tous les différents nouveaux concepts qui arrivent au jour le jour, même quitte à ce que ces mêmes concepts 2 ans après ne soient plus là, mais en attendant, ça nous fait part d'une certaine clientèle et du coup, on se doit de vraiment rechercher de nouveaux produits, faire des tests, des choses comme ça. La grande valeur et la grande force, une des forces que l'on a, c'est que on a une telle implantation, une telle proximité avec nos fournisseurs, c'est la vraie boîte familiale, tout simplement. Hein. Eh bien, régulièrement, on reçoit des produits en test, de façon à nous dire, tiens, alors j'ai un nouveau produit qui arrive, voilà, j'ai ça qui arrive sur le marché, on me le propose, essaye-le, dis-moi, je t'envoie la fiche technique, regarde tes allergènes, regarde est-ce que ça te va ou pas, et après, je vois par rapport au référencement avec les personnes avec qui tu travailles comment on peut faire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je sais à quel point essayer de se démarquer aujourd'hui, pouvoir se différencier des autres, c'est clairement un travail à part entière. Ça prend énormément de temps. Ça me permet aussi de me questionner, là comme ça, entre nous. Qu'est-ce que vos parents pensent de tous ces changements que vous avez entrepris depuis plusieurs années maintenant ? Bah, c'est un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Dans le sens où j'ai encore la chance d'avoir mes 2 parents. Il y en a un qui ont tendance à me dire mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec tout ça, dans le sens où c'est beaucoup de petits détails et qu'à 30 ans on s'emmerdait pas comme ça. Et pour l'autre c'est le fait de avoir une belle évolution quand on voit qu'il y a une transmission de savoir-faire et que quand on parle de la Slovaquie ou de l'export, des choses comme ça, c'est hyper valorisant pour la famille tout simplement. Et avoir le fait de aussi penser à regarder dans le rétro en se disant les parents ont pas fait tout ça pour rien. On a plaisir à développer et à améliorer ce que les parents ont créé il y a plus de bientôt 40 ans maintenant. De nos jours, des entreprises qui vont sur 40 ans, c'est en voie de disparition quand même. C'est tout à fait vrai. Franchement, je partage exactement cet avis. Et je reviens parce que du coup, vous m'avez expliqué que vous aviez repris avec votre sœur, que votre femme travaillait aussi avec vous. Alors, quels sont les rôles un peu de chacun dans la société ? Quand on a racheté il y a de ça 5-6 ans la société avec ma sœur, on n'avait pas toujours le même mode de fonctionnement. Et du coup, pour ça, et chacun avait plus ses accointances, ses spécialités par rapport à ça. Donc on s'est séparés avec ma sœur au 1er janvier 2020. Maintenant, ce qu'il y a de particulièrement bien
dans tout ça, c'est que ça a été fait en belle intelligence et que, par exemple, mes parents qui avaient créé donc l'enseigne Le Fournil de Paris, même si c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui connaît pas et quelqu'un qui va arriver là-dedans, on cohabite sous la même enseigne. Donc ma sœur a des établissements Le Fournil de Paris, moi aussi. Mais aujourd'hui, voilà, on n'avait pas la même vision professionnellement, du travail, des choses comme ça, et de façon et au niveau en termes de gestion d'équipe, un ensemble de choses. Et pour avant tout limiter la casse au niveau familial, on a discuté ensemble et qu'il a été pris la décision de se séparer. Le nombre de magasins étant, il a été facile de séparer en s'attribuant des magasins tout simplement. C'est vrai. Et du coup, votre femme vous a rejoint aussi. Alors, elle fait quoi dans la société ? Ouais, bah ma femme était là quasiment dès le début. Donc au début en tant que vendeuse, après superviseur, après dans la gestion d'équipe. Et ce qui est bien, c'est que à faire les différents paliers, les différents niveaux, et du coup à voir l'ensemble des postes. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que quand elle va voir une équipe qui va pas bien, qui s'entend mal, ou un magasin mal tenu, qui mieux qu'elle peut dire, bah voilà. Là, les filles, moi, j'ai fait ce boulot-là. Non, on travaille pas comme ça. On se doit de faire différent. Et justement, j'allais vous demander, parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé la question, c'est pas trop compliqué de travailler avec sa femme, de travailler en famille au quotidien ? Parce qu'il y a deux salles d'ambiance, ceux à qui ça va et ceux qui disent « je pourrais jamais ». On est d'accord. Moi, la différence, travailler en famille, bon. Là, quand j'ai travaillé avec ma sœur, avec le recul, on peut se dire finalement, c'était un échec dans le sens où on s'est séparés. Moi qui l'ai vécu, je dirais pas ça du tout comme ça. Dans le sens où ma sœur m'a apporté certaines choses, mes parents m'ont apporté certaines choses, et que ça sera à refaire. Certains seraient sceptiques, mais moi j'ai aucun regret sur le fait de se dire, j'ai la certitude que je referai. Et par contre, concernant ma femme, il est vrai qu'il y a des jours où c'est pas facile. J'ai aucun doute sur le fait de dire que j'aurais pas fait la moitié de ce que je fais aujourd'hui sans elle. Ah bah j'imagine que oui, ça là-dessus, y a pas de doute. Et est-ce que, par exemple, quand vous avez voulu créer tous vos projets, donc l'export, les franchises, la multifranchise, vous avez rencontré des freins, des personnes qui vous ont dit non mais lui, il est complètement fou, il veut tout bousculer par rapport à ce qu'il faisait avant ? Oui. Ah oui. Oui. Et le pire exemple, c'est les banquiers. Hein. Nos amis les banquiers, là-dessus, c'est plus que compliqué. Faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, de par leur pouvoir de décision, votre interlocuteur, dans le cadre, par exemple, d'un rendez-vous bancaire, peut mettre fin à un projet avant même qu'il ait commencé. Faut pas l'oublier quand même. On a ouvert un établissement à Toulouse. C'est le deuxième franchisé du réseau. Hein. En plus, un super mec, Serge, un top. On s'est collé à une brioche dorée. Un de nos plus gros concurrents. Le banquier nous a dit, monsieur, c'est pas possible, ce que vous faites, vous rigolez, je comprends même pas que vous, en tant que PDG de la franchise, vous soyez d'accord. Et je dis, mais là, bien sûr que si. Et je dis, moi, si je vous dis les locaux, c'est moi qui souvent les trouve et les valide. Si je vous dis là, pour moi, de par notre modèle, nos méthodes de travail, ça vaut le coup, c'est que ça vaut le coup d'y aller. Aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur magasin du réseau. L'autre fois, je voyais un papier sur un site. Michel-Édouard Leclerc disait, là, il y a de ça quelques semaines, que c'était la 3e meilleure rue de France commercialement. Ah oui, et ça, la banquière, inutile de vous dire qu'elle ne le disait pas. Et qu'elle avait refusé à l'époque. Mais non, incroyable. Comme quoi, à tous les auditeurs qui nous écoutent, si un banquier a refusé de vous accorder un prêt pour le lancement de votre entreprise, persévérez et ne vous remettez pas forcément en question. Rien n'est joué. Une question un peu plus orientée gestion d'entreprise et optimisation de process maintenant. Est-ce que vous auriez des logiciels ou des outils à présenter à nos auditeurs qui ont simplifié votre vie de gérant d'entreprise ? Par exemple, là, on a signé un partenariat avec la société Coupéo. Coupéo vérifie toutes les factures et vous donne des données statistiques par rapport à tout ce que le magasin concerné va vendre, enfin, plus précisément, va acheter au bon prix, avoir des ratios en termes de volume, de façon à ce que des outils comme ça qui auraient pris des mois à vérifier, à prendre du temps, tout ça. Et quand on est entrepreneur, le temps, on l'a pas. Ok, super. Eh bien, je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs car on a certains entrepreneurs qui nous remontent qu'ils aimeraient gagner du temps, optimiser des tâches, mais qu'ils ne connaissent pas forcément de logiciel fiable ou en tout cas sécurisé. Donc, merci à vous, c'est top. Je pense que notre podcast va toucher à sa fin car nous avons parlé de la franchise, de comment développer ses boutiques, des process, du multifranchise et de l'export.
Du coup, je vous remercie de nous avoir livré autant de conseils et je vais juste terminer sur une petite question par rapport à Enbro, car je le rappelle, tous les invités de ce podcast sont tous des clients Enbro France. Donc, comment avez-vous connu la société Enbro? Et si vous pouvez nous dire ce qu'on a pu vous apporter, on vous écoute. Alors, la société Enbro, c'est avant tout l'histoire d'une personne. Et avant tout Adam, de par ses méthodes, son approche et la qualité de son travail, j'ai très rarement rencontré une personne comme ça. Pour faire simple, des personnes courtiers en énergie ou qui voulaient proposer ses services, j'en ai peut-être un par mois qui appelait. Sauf erreur, la toute première fois, c'était sur LinkedIn qui m'a apporté. J'ai peut-être 9500 personnes sur LinkedIn. Hein. J'ai un beau réseau sur LinkedIn il m'a approché comme ça. Et de façon, avant tout, à pas brusquer les choses et à prendre son temps. Quand je dis prendre son temps, ça n'a pas mis des mois non plus, on parle en jours. Hein. Ça a été vraiment un vrai boulot et surtout une très grande réactivité. Et c'est toujours très enrichissant, le fait de travailler avec des personnes comme ça. C'est très professionnel, c'est très sain. Et là, aujourd'hui, quand je vois les résultats, grâce à Adam, mais évidemment grâce à Enbro, on est très satisfait des résultats. Et quand on le propose à nos franchisés, quand on le propose... Vous savez, dans mon boulot, quand on le propose à des amis... C'est très important, c'est bon signe. Les yeux fermés, ça sera à refaire, je fonce. Limite, j'aurais peut-être gagné des jours à signer avant, vous voyez. Donc... Parfait. Bien écoutez, merci Gaylor, merci à vous d'avoir pris le temps de partager ce micro avec moi pour pouvoir développer un peu plus précisément la question de l'innovation et de la tradition familiale. Je suis ravie de vous avoir eu pendant cette petite demi-heure avec nous. Et puis, je vous souhaite plein de beaux projets pour vos franchises. Merci beaucoup à vous aussi, en tout cas. Merci pour votre accueil. Merci à vous tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de J'ai osé. S'il vous a plu et que vous voulez être certain de ne pas manquer le prochain épisode, nous avons la solution. N'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion en vous rendant sur www.enbro.fr dans la rubrique Actu, les podcasts. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour de nouveaux tips. Bonne journée à vous!